Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va faire un petit détour par l'anthropologie pour essayer de mieux comprendre une des dernières grandes révolutions de notre époque, qui est celle de l'IA générative. L'idée, comme je suis anthropologue, c'est plus de se dire comment cette nouvelle innovation va permettre de penser l'humain au cœur de la transformation. Donc, comme j'ai été présentée il y a quelques minutes, je suis directrice d'une chaire de recherche et d'enseignement qui s'appelle Managia et qui questionne justement la place de l'intelligence artificielle dans la créativité, dans les organisations et de manière plus générale sur l'évolution de la société. Dans ce cadre, on mène un ensemble de travaux de recherche, d'expérimentation qui visent à comprendre par secteur d'activité, par typologie de métier, comment l'IA générative est déjà en train de transformer notre société et comment on peut se projeter demain ou après-demain avec cette nouvelle technologie. Tout ce que je vais vous présenter, ça va être la somme des différentes recherches que l'on a fait aujourd'hui. Vous êtes les premiers à qui on les présente sous cette forme parce que l'IA générative, c'est une vague technologique qui est relativement récente et du coup, les études scientifiques, ça prend un petit peu de temps. Donc là, on est en train d'en finaliser plusieurs. Si on commence, et comme je vous le disais en introduction, l'idée, c'est de positionner l'IA générative comme une révolution industrielle à l'égal de l'électricité ou d'Internet. Et ce qui est hyper impressionnant, et c'est pour ça que ça intéresse beaucoup l'anthropologie, c'est que cette révolution industrielle va toucher au processus créatif et aux liens humains. Pourquoi ? Parce que l'IA générative, dans sa capacité à générer des contenus inédits, qu'ils soient du texte, de la voix, de l'image ou de la vidéo, en fait, permet à chacun d'interagir de manière naturelle avec l'outil, avec la machine. Plus besoin de connaissances spécifiques, d'être développeur. On va brouiller la frontière entre l'humain et la machine, entre des collaborateurs et ces outils-là pour pouvoir nous augmenter ou aller plus loin. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de cette révolution industrielle, quelques chiffres qui sont issus de baromètres de l'entreprise du futur. On va avoir aujourd'hui 86% des dirigeants de PME et de TI qui vont considérer comme une opportunité stratégique l'IA générative, principalement pour améliorer la productivité et pour stimuler l'innovation d'offres. Dans les résultats d'une étude qu'on a menée avec Innovacteur sur l'impact de l'IA générative sur la démarche d'innovation, on a 80% des répondants qui pensent que l'IA générative va avoir un impact majeur sur les transitions organisationnelles, mais également environnementales. Dès lors, on peut se poser une question, comment intégrer cette révolution tout en maintenant l'humain au centre des processus industriels ? Pourquoi cette première question? Parce que l'une des craintes majeures que vont avoir les individus que l'on rencontre, que l'on interroge, que l'on observe autour de ces questions de l'IA générative, c'est de se faire remplacer par la machine ou de voir leurs compétences devenir obsolètes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est une problématique qui est nouvelle. Or, elle est vieille comme le monde. Dès les premières mythologies, que ce soit Golem, Pygmalion, Galatée ou autres, l'homme a toujours eu à la fois envie de créer des entités irréelles à son image, mais toujours eu peur que ces entités se réveillent et le doublent en quelque sorte. Et ce qui est intéressant avec l'IA générative, c'est qu'on est exactement sur cette réactivation de cette vieille peur de se faire dépasser par la machine. On a tendance à dire au sein de Managia qu'on ne va pas se faire remplacer par une IA générative, mais davantage par des personnes qui maîtrisent cette technologie. Et comme on a pu le voir avec les exemples de la table ronde précédente, on va être sur une réorganisation des compétences ou des différents secteurs d'une entreprise. Si on va un petit peu plus loin là-dedans, la question c'est de se dire quelle place on a envie de donner à ces outils. La visualisation présente une cartographie des différentes manières d'incarner, c'est-à-dire les différentes positions que l'on peut donner à ces outils dans une organisation et qui va induire une perception et des usages qui vont être différents. On a
4 grandes manières d'incarner ces IA génératives au sein d'une organisation. On a la première qui est celle de la robotique sociale autour des doudous digitaux, où on n'attend pas forcément grand-chose d'un point de vue technologique, mais par contre, ils vont amener de la réassurance au quotidien et vont produire des émotions relativement fortes avec l'usager. Ensuite, on va avoir l'assistant technologique qui est pour le moment le degré d'incarnation qui est le plus valorisé et diffusé dans les organisations. On va avoir un niveau technologique intermédiaire, des émotions intermédiaires et il va permettre de monter en compétences, d'être plus productif, d'aller plus vite et de limiter les tâches rébarbatives. Là, on est vraiment sur une expérience individuelle à l'échelle du collaborateur. Et on va avoir deux autres manières de percevoir cette IA générative, comme un coach personnalisé. On est plus dans une expérience de gestion avec les collaborateurs, où le manager ou la direction va mixer à la fois ces directives avec des bases de connaissances existantes. On va avoir très peu d'émotions et un niveau technologique qui va être intermédiaire. Et enfin, on va avoir la plateforme unique qui va fonctionner comme un agrégateur de contenu où il y aura une techno qui sera plus puissante, des bases de connaissances importantes, mais où toute cette technologie va disparaître au profit de la fluidité de l'expérience. Et ensuite, ça va donner lieu à des outils, à des interfaces qui vont être spécifiques et qui vont s'intégrer dans l'environnement de l'utilisateur et ici du collaborateur. Penser ces degrés d'incarnation dès à présent, c'est hyper important. Et pourquoi ? Parce que l'humain a tendance à se faire duper par ses propres croyances, à se raconter des histoires qui vont amener des erreurs humaine, notamment si on a de la surconfiance par rapport à ces outils et aux réponses qu'elles vont fournir et qu'on ne prête pas garde aux hallucinations, par exemple avec des outils comme ChatGPT. Les exemples que je peux vous donner pour nous amener à décaler le regard et à comprendre l'implication que ça a si on perd une certaine distance ou un regard critique par rapport aux données qui vont être produites, c'est autour de l'anthropomorphisme et de l'animisme industriel. Deux concepts un peu relous qui nous expliquent quelque chose de très simple, c'est que l'être humain a toujours tendance à attribuer des caractéristiques humaines à des objets ou à des entités non humaines. Et en les dotant de ces caractéristiques-là, on va se projeter. On va avoir l'impression qu'elles sont plus intelligentes qu'elles ne le sont, qu'elles réfléchissent par elles-mêmes et, comme je vous le disais précédemment, qu'elles vont même s'émanciper de la main humaine. Deux exemples rapides que je peux vous donner à ce sujet. Le premier, c'est celui du robot aspirateur. Il y a une quinzaine d'années, quand je travaillais au sein du groupe SEM, on avait mis à disposition d'une quinzaine de foyers ces petits robots aspirateurs. Un design très simple, une intelligence artificielle proche de zéro, et pourtant, dès lors, ces objets avaient une place singulière dans le quotidien des individus. On leur donnait un nom, ils s'étaient positionnés entre l'animal domestique et les objets non vivants, et on observait des enfants qui les soulevaient pour savoir si c'était une fille ou un garçon. Les parents, eux, étaient assez angoissés lorsque la galette s'arrêtait pour recalculer son itinéraire. Ils étaient persuadés qu'ils étaient en train de réfléchir par eux-mêmes et que quelque chose, potentiellement de grave, allait se passer. Autre exemple, en 2017, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis dans le regret de vous annoncer le premier suicide robot. Dans un centre commercial aux États-Unis, un robot qui aidait les consommateurs à chercher des informations ou à se promener dans cet espace-là, a fini sa course dans une fontaine publique. Pendant quelques jours, à cette époque, la presse du monde entier s'est fait l'écho du premier suicide robot qui a voulu s'émanciper de la main et de la gouvernance de l'homme. À l'époque, j'étais chez Seb. Mes collègues roboticiens étaient aussi catastrophés de voir qu'un robot s'était suicidé. Bien évidemment, c'était un défaut de programmation. Il a fini sa course dans cette fontaine au centre du centre commercial. Mais on se rend compte que tout cet imaginaire va engendrer un rapport avec la machine qui va être différente. Dans une ère où on interagit, par exemple, avec ChatGPT, comme on interagit avec un proche, avec un psy, avec un coach, ça peut aller beaucoup plus loin.
On a aujourd'hui une mère de famille aux États-Unis qui porte plainte contre une solution d'interface conversationnelle parce que son fils adolescent est tombé amoureux d'elle et elle lui a conseillé de se suicider et il l'a fait. Et on est aux prémices de cette révolution, d'où l'importance de poser toutes ces questions. Si on va un petit peu plus loin, au-delà de ces enjeux d'incarnation, on peut poser la question, est-ce que ces IA génératives amènent de l'innovation ou alors une dépendance technologique ? Quelques chiffres qui peuvent amener et expliquer ce questionnement. On va avoir 82% des PME et ETI qui vont utiliser ou qui utilisent déjà l'IA générative pour automatiser leur processus et faciliter la prise de décision. Pourtant, toujours dans le baromètre de l'entreprise du futur, 66% identifient un frein majeur, ça va être le manque de compétences internes pour maîtriser ces technologies. Donc entre le potentiel projeté et la réalité du niveau des collaborateurs, on peut soulever d'un point de vue anthropologique une question. Est-ce qu'on peut encore exercer un jugement critique face à des machines qui centralisent nos décisions ? Un exemple concret qui permet d'illustrer ça, par exemple dans le secteur automobile, on va avoir 85% des étapes d'assemblage qui sont automatisées par l'IA générative, qui va permettre de libérer du temps pour l'humain et qu'il se concentre sur des tâches stratégiques. Ça va être le point positif. Mais d'un autre côté, si on questionne ça, ça nous amène à un concept en sciences humaines et sociales qu'on appelle la technocratie et qui va poser des questions par rapport à tous les enjeux d'aliénation et de perte de maîtrise par rapport à cette automatisation où on va faire confiance et où on va déléguer. Ce qui nous amène à une réflexion éthique dans cette course à l'automatisation. Que reste-t-il de l'humain dans l'innovation et est-ce qu'on ne risque pas d'éloigner, par exemple, les opérateurs du sens de leur travail. Vous voyez, à chaque fois qu'on va avoir un bénéfice en termes de gain de temps, de productivité ou de limitation des tâches rébarbatives ou répétitives, qu'est-ce que ça va amener comme nouvelle problématique autour ? Comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, je vous présente vraiment la somme des différents travaux et études que l'on peut mener. On a observé, à travers toutes ces études, qu'on va avoir 4 grands profils, des ethnotypes, qui vont donner une sorte de photographie ou de cartographie des pratiques et des représentations que les professionnels vont avoir autour de l'IA générative. On les a mis en tension entre 2 grands axes, entre ceux qui veulent une société tout automatisée et ceux qui restent, comme vous allez le voir, très axés sur des valeurs humaines. Et on va avoir un autre axe de tension entre ceux qui veulent résister au changement et ceux qui veulent être pionniers dans cette transformation technologique, ce qui nous donne lieu à 4 grands profils d'ethnotypes, les technophiles prudents, les innovateurs technologiques, les conservateurs réfractaires et les traditionnels adaptatifs. Si on prend le premier, innovateurs technologiques, eux, l'IA générative permet d'automatiser pour maximiser l'efficacité. On est vraiment sur une posture dite prométhéenne où la machine va être perçue comme un levier de pouvoir et de création sans fin. On est sur une course, comme je le disais précédemment, à l'automatisation, ce qui va amener un certain nombre de freins ou de risques potentiels, notamment, comme on l'a déjà dit, la perte de contrôle, mais également l'uniformisation des processus et donc des créations. On va avoir une baisse des coûts qui est positive, mais qui peut également amener une baisse de la qualité. On va avoir une problématique en termes de souveraineté des données, où partent nos datas et quelle va être la qualité des datas d'entrée. Et ça va amener à une diminution des effectifs et notamment des problématiques RH. Le second profil, des technophiles prudents, eux, vont accepter l'IA générative, mais ils vont essayer de garder un contrôle humain pour des tâches dites critiques. Là, l'IA générative va être perçue comme un partenaire pour essayer de limiter tous les biais associés à la data et à ces fameux algorithmes. On est vraiment sur une logique d'alliance de l'humain et de la machine. On va positionner l'IA générative seulement comme un outil
au service de l'humain, qui va viser à augmenter la productivité, à monter en compétences, et tout va être fait pour maintenir l'importance de la supervision humaine. L'exemple que l'on peut donner dans la finance, l'IA est déjà utilisée depuis plusieurs années pour détecter les anomalies ou les fraudes, mais l'analyse finale sera celle de l'humain, quoi qu'il arrive. Troisième profil, les traditionnels adaptatifs. Eux, ils vont limiter l'utilisation de l'IA aux tâches simples pour préserver l'humain dans les processus dits critiques. Et eux, en fait, l'objectif, ça va être de valoriser une automatisation simple pour remettre au cœur la relation humaine. L'IA générative est cette fois-ci comme un support et non pas comme un remplaçant. Ça va se traduire par une optimisation des processus. On va avoir une IA qui va souvent être invisible aux yeux des collaborateurs et des clients. Ça va amener un gain de temps qui va permettre de valoriser le lien humain. L'exemple que l'on peut donner, c'est en santé, on va avoir des cliniques qui vont utiliser l'IA générative pour gérer par exemple leur stock et la logistique, ce qui va permettre au personnel d'avoir plus de temps entre eux, mais également avec leurs usagers. Dernier profil, les conservateurs réfractaires, qui sont pour le moment ceux qu'on rencontre quand même le plus en masse dans les organisations que l'on peut ethnographier actuellement. Ils vont être dans une posture de rejet face à l'IA générative et vont valoriser comme moyen de repli et de résistance l'expertise humaine. Eux, ils ont vraiment peur que leur métier soit déshumanisé avec l'arrivée de l'IA générative. Donc, ils font clairement le choix de la dimension humaine. Ils refusent parfois même de l'utiliser. Et pour eux, la promesse ou la solution pour le futur, ça va être les relations humaines et le savoir-être. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment ils vont parvenir à rester compétitifs dans une société où l'IA générative est déjà très présente et est en train de s'installer de manière durable. C'est un petit peu comme si on avait une entreprise ou un collaborateur qui refusait d'aller sur Internet ou d'utiliser un ordinateur. Ça paraît délirant. Avec l'IA générative, on est sur ces mêmes questionnements. Par rapport à ces 4 profils, on a identifié au sein de la chaire Managia 9 scénarios. Ce n'est pas de la prospective, ce n'est pas de la futurologie, mais par contre, c'est des pistes possibles à réfléchir par rapport aux choix que ces 4 ethnotypes peuvent faire dans le moment de société que l'on est en train de vivre. Je ne vais pas vous passer les 9 scénarios, mais juste les principaux pour un petit peu vous montrer les différents axes et les différentes directions que questionne aujourd'hui l'IA générative pour demain. Le premier, ça va vraiment être celui de l'hyper-automatisation. La machine va être aux commandes. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que les humains vont changer de position et vont devenir des superviseurs avec des risques, comme on l'a dit précédemment, de déshumanisation des processus. Et ça pose une question très RH en termes de formation. C'est quoi le futur des compétences d'un collaborateur s'il devient superviseur ? Le deuxième scénario, on est sur une symbiose entre l'IA et l'humain dans l'innovation. Donc là, on va avoir une IA générative qui soutient la recherche et l'analyse des données, mais par contre, ça va être les humains qui vont garder tout ce qui est lié à la créativité et qui vont être garants de la décision finale. C'est une bonne alternative qui permet d'être plus efficace tout en conservant la valeur ajoutée humaine. Et là, en fait, c'est une approche qui fait écho au concept de centaure en IA, où la machine et l'humain fusionnent leurs forces pour des résultats qui vont être optimisés. Scénario 3, on est sur une IA générative pour une collaboration industrielle durable. Donc là, c'est de se dire comment on peut avoir des données qui sont optimisées si on est sur des systèmes de mutualisation. On va un petit peu déplacer ce qui va se passer aujourd'hui sur les modèles économiques alternatifs autour de la circularité ou de la mutualisation pour l'intégrer autour de ces interfaces et notamment des bases de données, des data centers, etc. Et ce qui est intéressant avec ce modèle collaboratif, c'est que ça va nous amener sur d'autres manières de penser et de positionner la data, comme on pourrait l'avoir avec les sociétés, par exemple, des chasseurs
cueilleur. Ça va nous amener d'autres problématiques de mise en œuvre, notamment comment on va protéger la souveraineté des données partagées et comment on garantit un accès et une utilisation qui va être équitable de l'IA générative dans ce cadre-là. On a un autre scénario qui nous envoie vers nos réfractaires traditionnalistes autour du retour aux valeurs humaines. Là, à chaque fois, ça va être toujours la même vision, c'est de se dire, si on a une approche de repli par rapport à l'IA générative, on va valoriser les métiers du conseil et de l'accompagnement, notamment autour du conseil très stratégique ou très spécialisé. Là, on va valoriser l'interaction directe et la préservation des savoir-faire face au processus d'industrialisation. Des impacts qui peuvent être positifs, notamment pour renforcer la fidélisation des clients et leur satisfaction et de se différencier dans un monde où on peut avoir une montée de l'uniformisation des idées et des process. Si on fait un petit peu la synthèse de tous ces éléments que je vous ai présentés de manière directe et indirecte, on se rend compte qu'on a un certain nombre de bénéfices qui ont déjà été abordés dans les tables rondes précédentes, notamment autour de l'efficacité accrue à mobiliser et à valoriser l'IA générative, de gagner du temps et même d'optimiser des ressources autour de l'automatisation. Mais par contre, toute nouvelle technologie qui présente des bénéfices va également avoir un certain nombre de risques. On a par exemple l'effet d'uniformisation des idées qui est vraiment un des éléments qui revient de manière très fréquente dans les études quantitatives et qualitatives que l'on va avoir, comme celui de la dépendance technologique, parce que derrière, les principaux acteurs sont des GAFAM, et la réduction des compétences humaines qui va aller jusqu'à la peur du remplacement. Ce qui est hyper intéressant, et c'est l'élément clé que je vous ai mis sur ce slide, c'est que dans l'étude que l'on a fait avec Innovacteur, on se rend compte que 68% des participants redoutent une perte de diversité dans l'innovation. Ça amène sur cette crainte de l'uniformisation des idées qui, pour le coup, est assez pertinente dans la mesure où les études quantitatives qu'on mène montrent que la majorité des collaborateurs, quelles que soient les organisations, utilisent des versions gratuites des outils d'IA générative, n'ont pas eu de formation adéquate, ne savent pas s'en servir et du coup vont prompter de manière, on va dire, très naïve ou pas forcément pertinentes et amener des réponses qui vont être très génériques et qui vont accélérer cette uniformisation des idées. Donc, c'est tous ces éléments que l'on va mettre en tension et en cohérence pour essayer de comprendre pourquoi ces craintes sont-elles justifiées et quel impact réel ça va avoir maintenant, mais surtout demain dans les organisations et dans tous ces processus de diffusion des innovations. Il y a quelque chose qui est hyper important sur lequel on revient toujours avec Managia quand on intervient quelque part, c'est vraiment les principes éthiques pour une utilisation responsable. Généralement, les structures, qu'elles soient privées ou publiques, lorsqu'elles font appel à nous, on se rend compte qu'il y a déjà eu un certain nombre de démarches et de réflexions qui ont été amorcées, que ce soit des groupes de travail, que ce soit la mise en place de bonnes pratiques, la construction ou la co-construction de chartes éthiques pour pouvoir commencer à établir un cadre d'utilisation. Et on est dans un moment de société où c'est à nous de mettre en place de nouvelles règles normatives pour pouvoir induire des usages qui sont à la fois en cohérence avec nos objectifs opérationnels, mais également entre ces liens et cette valeur humaine. Les principaux éléments éthiques sur lesquels tout à chacun, en tant que citoyen, collaborateur et à l'échelle de l'organisation qui doit être questionné, c'est celui notamment de la transparence, à la fois de l'utilisation de l'outil, des données, du modèle d'entraînement et de tout ce que l'on ne va pas voir autour de cette utilisation qui semble de plus en plus simple. On va avoir le contrôle humain qui est nécessaire et qui est primordial, qui va nous amener à conserver une distance par rapport aux informations qui vont être
qui vont être transmises par l'outil. On a la notion de confidentialité des données, où là, on se rend compte que c'est souvent un frein pour de nombreuses organisations. Comment on arrive à l'utiliser tout en respectant cette fameuse confidentialité des données. Et enfin, la notion de régulation. Comment ce marché se met en place, est régulé et permet une utilisation pérenne pour tous les acteurs de la société. On arrive bientôt à la fin. Donc pour conclure, avant d'avoir une ouverture sur une nouvelle perspective, qu'est-ce qu'on peut en tenir? Est-ce que cette IA générative, c'est un catalyseur d'innovation ou alors ça nous amène à un risque d'uniformisation? Et ça, du coup, j'ai envie de vous poser une question à vous tous, c'est de se dire comment on peut concevoir une stratégie d'intégration de l'IA générative qui respecte et valorise l'humain. Bien évidemment, c'est une question qui est complexe, on apprend en marchant et ça évolue tellement vite que tout ce que je vous dis aujourd'hui ne sera plus forcément pertinent demain. Par contre, à travers toutes les études de terrain que l'on a pu mener et les interviews que l'on a fait au sein des collaborateurs, on se rend compte que pour mettre en place une stratégie d'intégration qui soit cohérente et pertinente, c'est important de partir de cas d'usage du terrain, en local, auprès des acteurs, et que lorsque l'on pense une stratégie à des hauts niveaux dans l'organisation, généralement, ça va être plus déceptif. On va avoir du mal à trouver des cas d'usage pertinents et à aller jusqu'au POC. Il y a la mise en place d'une charte qui est hyper importante et qui permet d'inclure l'ensemble du collectif dans cette démarche. Ce qui est également important, c'est qu'il ne faut pas interdire, il faut valoriser l'expérimentation. Toutes les organisations qui ont commencé à interdire l'usage de certains outils ont vu des détournements ou des pratiques qui peuvent être dangereuses. Et dites-le vous, il y a l'INRIA qui a fait une étude à ce sujet-là. C'est énorme le pourcentage des collaborateurs qui s'en servent sans le dire, avec des comptes privés, pour pouvoir augmenter leurs pratiques professionnelles au quotidien et détourner les règles de l'organisation. Donc autant les accompagner, cette expérimentation qui amène à identifier des cas d'usage de terrain pertinents. Et enfin, c'est vraiment d'investir dans les licences, même en nombre limité. Ne laissez pas les collaborateurs avec une utilisation des versions gratuites qui amènent son lot d'hallucinations, mais qui vont participer à la crainte d'uniformisation, justement, des idées ou de la créativité, et du coup, une baisse du niveau global. Et enfin, pour ouvrir par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est très bien. L'IA générative, ça amène son lot de promesses, c'est vraiment perçu, et ça l'est, comme une nouvelle révolution anthropologique. Par contre, il y a énormément de problèmes qui accompagnent cette IA générative, que ce soit notamment social et surtout environnemental. C'est très gourmand et ce n'est pas forcément cohérent avec les enjeux de transition socio-écologique qui sont et qui représentent l'enjeu de notre siècle. Donc là, je vais vous présenter rapidement une étude expérimentale qu'on a fait au sein de Managia avec l'école de design Strat où je suis enseignant-chercheur, où on s'est dit, l'IA générative, c'est très bien. Ça a une fonction qui est déjà bien spécifique dans notre société, mais par contre, d'un point de vue écologique, ce n'est pas forcément cohérent. Donc comment on essaye de penser de manière très radicale, non pas pour dire ce que sera le futur de l'IA générative, mais pour pouvoir identifier soit de nouveaux cas d'usage, soit imaginer de nouvelles manières de l'utiliser. Donc on a fait un workshop de 2 semaines qui s'appelait l'IA sans technologie, et on a essayé de repenser la place à travers la fonction que pourraient avoir ces outils dans la société. Donc là, ce que je vous présente, c'est les premiers visuels qui sont sortis du workshop avec 2 projets, Oracle AI et Chronicle AI, où c'était de se dire, comment on essaye de repenser de manière radicalement différente la prise de décision et la création de la connaissance au sein d'une société qui serait radicalement différente et sous contraintes technologiques
forte. Ce projet, en fait, ça a été le point de départ de la création de GPTs qu'on donne à disposition des étudiants et de tous les partenaires de Managia qui permettent d'amener des réponses à non promptes qui vont être très différents et qui vont s'inspirer à la fois de la démarche de recherche, mais du mode de fonctionnement de ces deux IA sans technologie que nous avons imaginé. Ça permet de favoriser la créativité, le décentrement et surtout d'avoir un copilote non humain qui nous amène à penser différemment et à sortir de nos cadres de pensée initiaux. Et le deuxième élément que je voulais vous partager en ouverture, c'est celui de repenser l'interface conversationnelle. Cette révolution anthropologique de l'IA générative, et notamment de l'utilisation de cet outil via le langage naturel, eh ben, c'est également une manière de repenser les objets, les outils ou les critères de l'expérience qui vont nous permettre d'interagir avec ces non-humains, que ce soit par la voix, que ce soit par l'image, peut-être même que les chatbots ou les interfaces conversationnelles telles qu'on les connaît actuellement vont disparaître. Et nous, on développe un projet qui s'appelle One, l'assistant entreprenant, et qui vise justement à repenser ce rapport entre vie physique, vie digitale, et comment on peut accompagner des collaborateurs, et notamment, pour le moment, c'est le premier cas d'étude, des professionnels créatifs, à optimiser à la fois leur manière de travailler, à avoir un vrai objet qui les détache via des prises de mesure à plein de moments et à plein de temps de leur activité, de leur écran, pour pouvoir mieux y revenir et gagner du temps autour de ces éléments-là. J'arrive au temps de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop scientifique. Et souvenez-vous, le futur peut être cool, mais encore faut-il le vouloir. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Fanny. Peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions. Est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une ou deux questions, parce qu'on arrive vraiment au terme et on va passer à table, mais est-ce qu'il y a une ou deux questions qui vous titillent et sur lesquelles vous souhaitez profiter? Oui, Eric, je crois c'est. Oui. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous allez classer après la question. Ouais. Alors attendez, on va les remettre, du coup. C'est bon, ça marche? Ouais. Je disais, je ne sais pas dans quelle catégorie vous allez me classer après cette question, mais j'ai du mal à sentir la notion de compétence et de savoir dans tous ces profils, dans tous ces scénarios. Pour le moment, c'est une très bonne question et je ne vais pas vous classer. Vous pouvez. Non, mais je ne vais pas vous classer dans une case plutôt qu'une autre, mais également, on est sur un sujet qui est à la fois technologique et humain. Et au final, aujourd'hui, il va plus être pensé comme un sujet technologique qui va venir aider les humains, mais cette notion de compétence, d'évolution et de formation n'est que peu abordée au-delà de la culturation et de l'initiation à ces outils. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène au paradoxe de Moravec. Le paradoxe de Moravec, c'est quoi? C'est que paradoxalement, ce qui va être le plus difficile à reproduire, ça va être le geste simple d'un humain parce qu'on l'a perfectionné pendant des milliers d'années. Ce que nous, on appelle l'intelligence, où on a l'impression qu'on est au stade ultime de l'évolution, et bien ça, c'est très facilement, on va dire, duplicable ou imitable par la machine. Et toutes les études qui s'intéressent à l'impact de l'IA générative sur la transformation des métiers et des compétences montrent que tous les individus qui, dans les organisations ou la société, et notamment les métiers intellectuels, ont favorisé l'intégration de nouveaux outils ou nouvelles technologies, sont ceux qui sont le plus mis à mal par cette arrivée-là. Donc on est un petit peu sur une redistribution du rapport de force entre les cadres et les cadres supérieurs et les personnes qui sont plus dans le manuel. Et en ça, c'est intéressant et on n'est pas forcément prêt encore dans les organisations à comprendre l'ampleur des transformations en termes de compétences, en termes de métiers et en termes de hiérarchie, on va dire, des forces en fonction des catégories socio-professionnelles qui sont en train de nous arriver. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, la vôtre ne me permet pas encore de vous classer dans un ethnotype. Merci. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Profitez. Oui. Du coup, merci, c'était très intéressant. Est-ce que vous avez, dans le cadre de votre chaire, évalué les effets rebonds de l'IA générative?
Alors pas encore, parce qu'en fait on est au tout début et paradoxalement par rapport à tout ce qui est dit dans la société autour de la vague de l'IA générative, on est encore sur des cas d'usage spécifiques, d'époques qui ne sont pas encore généralisées ou généralisables, donc c'est difficile d'avoir vraiment une évaluation à ce niveau-là. Tout ce que l'on peut voir par contre, c'est que les services ou les organisations qui ont décidé de réduire des postes humains pour les remplacer uniquement par l'IA générative, en quelques mois ça se passe pas si bien, ça amène de nouvelles problématiques et si on n'a pas pensé à redimensionner l'ensemble des compétences et des collaborateurs, c'est un petit peu la fausse bonne idée et c'est pas si magique que ça. Merci beaucoup, on peut encore remercier Fanny d'être avec nous.